Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Plus de croissance en Europe, cette promesse de François Hollande lors de sa conférence de presse semble faire son chemin, tant les politiques de rigueur, notamment en Grèce et en Espagne, ne suffisent pas à faire repartir la machine. Au contraire, Athènes et Madrid s'enfoncent dans la récession, faisant réagir le patron de la Banque Centrale Européenne, Mario Draghi, plaide aussi pour un pacte de croissance. Mais lui et François Hollande parlent-ils vraiment de la même chose? Analyse à suivre de Jean-Louis Gombaud. François Bayrou écrit au candidat du second tour. Dans sa lettre, le centriste demande aux finalistes de la présidentielle de prendre position sur ses thèmes de prédilection afin que lui-même se décide à soutenir l'un ou l'autre. Alors, pour qui penche le patron du MoDem? Son entourage affirme que rien n'est décidé, même si François Bayrou a critiqué aujourd'hui Nicolas Sarkozy, l'accusant de valider le discours du Front National. Invité politique ce soir, l'ancien ministre et président d'honneur du MRC, Jean-Pierre Chevènement, dans un instant. Et puis J-7 avant le débat d'entre-deux tours. Les deux candidats qui se sont déjà affrontés à la télévision il y a quelques années s'y préparent et affûtent leurs armes depuis des semaines. Chaque camp aiguise ses flèches et élabore sa stratégie. Justement, quelles sont les stratégies de François Hollande et de Nicolas Sarkozy pour remporter ce duel du 2 mai? Élément de réponse avec Guillaume Tabar tout à l'heure. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le vote du Front National, la construction européenne, les exilés fiscaux ou encore l'Afghanistan, autant de sujets abordés aujourd'hui par François Hollande qui a tenu à Paris une longue conférence de presse aux allures de répétition générale, au cas bien sûr où les Français les liraient le 6 mai prochain. On voit tout cela avec Sandra Cerquera. François Hollande veut montrer qu'il joue la transparence. Alors que l'UMP vilipende les médias, il veut rendre hommage aux journalistes. Une conférence de presse quasi élyséenne, un avant-goût de celles à venir si François Hollande est président, loin de ce qui aurait eu lieu pendant 5 ans. Faire des fausses connivences avec des journalistes, c'est parler de sa vie privée en conférence de presse dont personne n'a rien à faire. Bref, tout ce qu'a fait Nicolas Sarkozy ces derniers temps. Là, on était sur le fond. Sur le fond, peu d'annonces, mais des précisions, sur le traité européen notamment. Il compte toujours le renégocier et s'il est élu, il adressera un mémorandum aux dirigeants européens. Il souhaite la création d'eurobonds pour financer des projets industriels et donner à la Banque européenne d'investissement plus de possibilités de financement. Beaucoup, compris même certains à la tête d'institutions financières, privées comme publiques, disent que sans la croissance, il n'y aura pas la possibilité pour l'Europe d'atteindre ses objectifs. Et la bonne surprise pour le candidat PS aujourd'hui, c'est le soutien du président de la BCE, Mario Draghi. Lui aussi se dit favorable à plus de croissance. Angela Merkel commence aussi à en parler. C'est à elle que François Hollande réservera sa première visite s'il est élu. Et puis en déplacement à Cernay, près de Mulhouse, le président candidat a tenu meeting aux côtés de son Premier ministre François Fillon. Et Nicolas Sarkozy se défend de flirter avec le Front National en expliquant au contraire qu'il est la cible permanente de Marine Le Pen, tout en affirmant vouloir parler à ses électeurs avec un argument développé encore ce soir sur le plateau de TF1. Si ce n'est pas moi, vous aurez le droit de vote des étrangers aux élections locales. On l'écoute. Ça veut dire qu'on prend le risque à un moment très sensible de l'évolution de nos sociétés, du vote communautaire. Parce que si on donne le droit de vote aux immigrés, avant même qu'ils deviennent français, si on leur donne le droit de vote, et dit mais les municipales c'est pas grave, après l'élection présidentielle, l'élection municipale c'est la plus importante. À ce moment-là, il ne faudra pas s'étonner qu'il y ait des demandes pour qu'il y ait, comme chez Madame Aubry, des horaires dans les piscines municipales pour les femmes et d'autres pour les hommes. Nous n'en voulons pas. Jean-Luc Mélenchon l'a souvent répété, il n'entrera pas dans un gouvernement socialiste si ces derniers remportent la présidentielle. Mais la question se pose pour ses amis communistes. Résisteront-ils à la tentation d'un portefeuille? Élément de réponse avec Julien Cholin. Y aller ou pas? La question de l'entrée de ministres communistes dans un éventuel gouvernement de gauche agite la place du colonel Fabien. Pierre Laurent l'a confirmé auprès des délégués. Pour lui, il n'y aura pas de ministre communiste dans le gouvernement de François Hollande. Nous ne pouvons pas accepter ce que nous entendons parfois au Parti socialiste, c'est notre projet ou rien d'autre. Donc nous continuons à faire évoluer la situation
et nous tirerons les conclusions du moment où nous serons à l'issue des élections législatives. Une position qui ne semble pas faire l'unanimité au sein même du Parti communiste. Évoqué au poste de ministre de l'Agriculture, le directeur de l'Humanité, Patrick Le Yarrick, n'exclut lui aucune hypothèse. C'est à l'issue des élections législatives qu'on pourra déterminer le rapport de force et délibérer ensemble de la nécessité ou pas d'avoir un gouvernement dans lequel il y a des ministres du front de gauche. Mais il y a aussi les législatives, toutes proches. Les communistes devront trouver un terrain d'entente avec Jean-Luc Mélenchon, car l'objectif à présent, c'est un groupe front de gauche renforcé à l'Assemblée nationale, une ambition désormais chiffrée pour la direction du PCF. 3 ou 4 députés PS de plus, ça ne changera rien. Par contre, si le groupe front de gauche, qui aujourd'hui a 19 membres, arrive à atteindre les 30, 40, 50, que sais-je, ça, ce sera véritablement une évolution très positive. Le PCF continue donc sous l'étiquette Front de gauche, un choix qui sera à nouveau soumis au vote en juillet, en fonction des résultats obtenus aux législatives. La tension monte entre Nicolas Sarkozy et la presse. Ce matin, plusieurs ministres ont dénoncé les unes de certains journaux dans la ligne de mire. Libération qui titre sur un portrait en noir et blanc du président candidat avec une citation « Le Pen est compatible avec la République ». Et puis l'Humanité qui voit, je cite, des relents pétainistes dans le discours du chef de l'État affichant une photo du maréchal Pétain aux côtés de Nicolas Sarkozy. Retour sur cette polémique avec Elisa Bertolomé. Le choc d'une image. En une de Libération, une photo noir et blanc de Nicolas Sarkozy et cette phrase « Le Pen est compatible avec la République ». De son côté, l'Humanité compare le candidat UMP à Philippe Pétain, photo et citation à l'appui. Des unes de journaux qui ont scandalisé l'UMP. Pour moi, c'est une intox et on voit bien d'ailleurs sur cette une le décalage entre le traitement de François Hollande et de Nicolas Sarkozy. Vous me direz, de la part de Libé, c'est pas très surprenant, mais enfin quand même, il faut relever. Désinformation, partialité dans le traitement des deux candidats. L'UMP ne ménage pas la presse. Mais les journalistes du quotidien Libération persistent et signent. Nicolas Sarkozy a bien tenu ses propos hier à Longjumeau. Pas lors de sa réunion publique comme s'acharnent à le dire ses partisans, mais pendant sa visite à un commerçant. S'il y a une candidate du Front National, c'est qu'elle avait le droit d'être candidate. Donc à partir du moment où vous vous présentez aux élections, vous avez le droit de vous présenter aux élections, à ma connaissance, vous êtes compatible avec la République. Des propos qui, une fois de plus, renforcent l'idée que le candidat chasse sur les terres de l'extrême droite. Ce matin, Nicolas Sarkozy a rectifié le tir. Il a affirmé que l'UMP ne signerait pas d'accord avec le FN. Et nos invités ce soir, invité politique du 22h, il est ancien ministre, président d'honneur du MRC, c'est le mouvement républicain et citoyen. Il est soutien aussi de François Hollande. Jean-Pierre Chevènement, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. À vos côtés, avec nous, l'éditorialiste aux Échos, Guillaume Tabar. Bonsoir Guillaume. Avant de vous laisser la parole, Guillaume, pour l'éclairage politique, une question à Jean-Pierre Chevènement sur le sujet que nous venons de voir, et c'est une notamment de Libération et de l'Humanité. Sarkozy, Pétain, est-ce que c'est une vous choque? Écoutez, il est possible que Libération ne soit pas tout à fait impartiale entre M. Hollande et M. Sarkozy. Mais Le Figaro l'est-il? Quant à l'Humanité, c'est le journal du Parti communiste. Donc il faut s'y faire. Enfin, il y a longtemps que ça dure. Mais la comparaison vous semble... Disons que dans une période électorale, il faut se méfier de tout ce qui peut paraître excessif. Mais il est vrai que l'appellation de manifestation du vrai travail n'était pas forcément heureuse, et le choix de la date, le 1er mai, non plus. Alors, M. Sarkozy donne le sentiment de zigzaguer, son combat est désespéré. Cette phrase qu'on incrimine est exactement la suivante. Si Marine Le Pen a le droit de se présenter, c'est qu'elle est compatible avec la République. Or là, il y a une confusion totale. Parce qu'en République, effectivement, tout le monde peut en principe se présenter, enfin, sauf s'il est frappé d'inéligibilité. Mais de là à déduire que les valeurs que défend Marine Le Pen sont les valeurs républicaines, par exemple sur le thème de l'égalité... Elle est illégitime pour vous, Marine Le Pen? Elle ne défend pas l'égalité. Donc elle est illégitime comme candidate? Qui est au cœur de la devise républicaine. Elle peut se présenter, mais elle défend des valeurs qui ne sont pas républicaines. Donc pour vous, ce n'est pas une candidate compatible avec la République? Alors, elle a le droit de se présenter, comme dit M. Sarkozy, oui. mais les valeurs qu'elle porte
notamment la valeur d'égalité qu'elle ne porte pas. Hein. Ces valeurs républicaines, elle ne les porte pas Elle vraiment. est donc à la frontière, pour vous, elle est où? S'il y avait un territoire dans la Non, mais République... vous confondez deux choses. La légalité, parfaitement en droit de se présenter. Moi, je suis vraiment... Tout le monde peut se présenter, hein, pas de problème. Mais pour ce qui est des valeurs, elles ont un sens, ces valeurs. L'égalité, par exemple, elle veut... J'entends dire qu'on retirerait les allocations familiales ou à des gens qui travaillent, cotisent, etc., sur le seul fait qu'ils seraient de nationalité étrangère. Ça, ce n'est pas normal. Alors, on va continuer à parler de ce sujet Puisqu'ils cotisent. et d'autres sujets. Jean-Pierre Chevènement, Guillaume Tabar va nous proposer l'éclairage du soir. Les deux finalistes, les deux candidats, Guillaume, murmurent à l'oreille justement des électeurs du Front National. Est-ce que ces électeurs, ces Français, sont aptes à se laisser convaincre ? Déjà, on va penser que s'ils ont voté Marine Le Pen au premier tour, c'est précisément parce qu'ils n'étaient pas convaincus ni par l'un ni par l'autre, et quand même qu'ils étaient en rejet de ce que l'un et l'autre représentent ou incarnent. Donc l'enjeu pour chacun, c'est de montrer à ces électeurs qu'ils incarnent mieux que l'autre, en tout cas, ce qu'ils peuvent porter. On voit bien que c'est par défaut. On voit bien que Nicolas Sarkozy, tout à l'heure, a insisté sur le vote des étrangers que propose le PS pour dire aux électeurs de Marine Le Pen, vous voyez, entre lui et moi, c'est quand même moi qui suis le plus proche de vous. François Hollande, symétriquement, insiste sur la revendication sociale, sur la détresse exprimée par les électeurs de Marine Le Pen. Donc on voit bien voilà, que le discours est symétrique. Un petit mot important qui peut être important de souligner concernant Nicolas Sarkozy. Il ne faut pas confondre le discours destiné à séduire les électeurs du Front National, et puis ce qui serait une stratégie politique d'alliance. J'ai entendu tout à l'heure dans le reportage, Nicolas Sarkozy a fait marche arrière en disant qu'il n'y aurait pas d'alliance. Non, Nicolas Sarkozy n'a jamais, dans sa carrière politique et dans cette campagne, évoqué, envisagé la moindre alliance politique, que ce soit sous forme électorale ou forme gouvernementale, avec le Front National. Alors ensuite, le débat peut être sur dans les mots employés, est-ce qu'il y a ou non danger ou pas danger, et là le débat devient plus légitime. Justement, Jean-Pierre Chevènement, les deux candidats affirment ouvertement parler aux électeurs du Front National. Pourquoi crie-t-on au scandale, à la droitisation quand il s'agit de Nicolas Sarkozy, et pourquoi parle-t-on simplement de volonté de rassemblement quand François Hollande s'adresse aux mêmes électeurs? Permettez-moi de vous dire que vous n'avez pas écouté avec attention ce qu'a dit François Hollande. François Hollande dit qu'il s'adresse à tous les Français. Oui, y compris ceux-là, non, j'ai bien écouté. Ah oui, y compris ceux du Front National, mais il ne les exclut pas. Ça, c'est vrai. Mais il ne s'adresse pas spécifiquement aux électeurs du Front National. Il s'adresse à tous les Français. Le candidat de l'UMP dit la même chose, mais pourquoi? Non, le candidat UMP emploie des mots qui ont pour but de provoquer des réactions épidermiques sur un certain nombre de coutumes qui sont d'ailleurs très très minoritaires et qui sont plutôt caractéristiques de pays subsahéliens que du Maghreb. Donc il y a tout un jeu très subtil que M. Sarkozy a repris du Front National. Mais vous savez, il y a deux prismes pour étudier le vote Front National. Il y a ce prisme du rejet de l'immigration, mais il y a un autre prisme qui est le prisme social, le chômage, les délocalisations industrielles, le pouvoir d'achat. Et il y a beaucoup de gens qui votent certainement pour le Front National par colère pour exprimer le fait que, par exemple, il n'y avait aucun changement de politique. Il y a eu un référendum sur la Constitution européenne en 2005. Un non massif, 55%. C'est M. Sarkozy qui, sous prétexte d'un mini-traité, a repris très exactement les formulations. Les Front National ont voté Marine Le Pen tous à cause de Nicolas Sarkozy? Ah, mais je pense que M. Sarkozy a manqué à toutes les promesses qu'il avait faites. Il suffit de relire le discours du 14 janvier 2007. Je serai le président du pouvoir d'achat, je ferai reculer le chômage. Il y a aussi une crise entre-temps, nous allons parler. Donc, les gens ne sont pas idiots. Il faut être aussi à l'écoute de ce qui se passe. Nous avons 1 million d'électeurs qui se sont portés en plus sur le Front National qu'il y a 10 ans. Oui. Mais c'est que la même politique produit à certains égards les mêmes effets. Il faut être à l'écoute de ce que dit le peuple. Guillaume Tabar, vous voulez interpeller Jean-Pierre Chevènement. Petite précision, Jean-Pierre Chevènement dit que le discours de François Hollande consiste à s'adresser à tous les Français, dont bien sûr ceux du Front National. C'est vrai, mais François Hollande a quand même été un peu plus loin. Cette fameuse interview à Libération
qui a fait la une de Libération, non pas ce matin avec cette manchette sur Nicolas Sarkozy, mais la veille, en disant, François Hollande disait, c'est à moi de convaincre les électeurs du Front National. Et l'interview faite dans Libération, précisément, visait à s'adresser spécifiquement à cela. Et même si, bien sûr, dans ces mots, il ne dévie pas de son propre programme, de son propre projet, de sa propre vision de la société, c'est quand même, à ma connaissance, la première fois qu'un candidat de gauche décide explicitement de dire « je m'adresse aux électeurs du Front National ». Je ne le nie pas, mais c'est quand même une première. François Hollande essaye de déconstruire des raisonnements qui sont des raisonnements faux. Hein. Par exemple, le problème de l'immigration, c'est le problème de l'intégration. C'est le problème pour les étrangers en situation régulière, naturellement du respect des lois républicaines, mais ça c'est tous les citoyens, l'ensemble des Français. Et évidemment, ça concerne aussi les étrangers. Par ailleurs, ceux qui veulent embrasser la nationalité française, il faut qu'ils se reconnaissent dans la France, qu'ils nous aident à continuer la France. Bon, tout ce que dit François Hollande est frappé au coin du bon sens. Je trouve qu'il s'exprime avec beaucoup d'assurance. Beaucoup de solidité, et j'étais frappé lors de sa conférence de presse. On se souvient, il y a quelques semaines, quelques mois, permettez-moi, avant de soutenir François Hollande, vous lui demandiez, je cite, de prendre davantage de stature et de s'affirmer comme chef d'État. Est-ce qu'il l'a fait, ça mue, et à quoi le voyez-vous, si c'est le cas? J'ai regardé sa conférence de presse aujourd'hui, c'est tout à fait frappant, c'est une conférence de presse de style présidentiel, il a parlé en homme d'État, et il a posé à juste titre le problème de la révision du traité européen, parce que derrière l'angoisse sociale, derrière la colère, il y a aussi le fait que cette politique continue à s'appliquer, fait 10% de chômeurs dans la population active, hein, et par conséquent, il y a une protestation, il faut l'écouter. Or, François Hollande, en proposant de réviser le traité qu'a signé M. Sarkozy, il prend évidemment quand même une position très différente que tous ses électeurs peuvent comprendre. Les deux candidats, Jean-Pierre Chevènement, vous le remarquez, ont mis les bouchées doubles. Guillaume Tabar dans cette campagne de second tour. François Hollande, vous l'avez dit, a tenu une conférence de presse que vous avez jugée présidentielle aujourd'hui à Paris. Nicolas Sarkozy enchaîne les meetings. Mais les deux candidats déjà se préparent, Guillaume Tabar, au débat du 2 mai à 21h. Avant, on va regarder un extrait parce qu'ils ont déjà débattu ensemble il y a quelques années. C'était en 1999. Regardez. Vous n'êtes pas un nouveau venu dans la politique, vous n'êtes pas venu sur la terre politique depuis à peine 2 ans. Vous avez eu des responsabilités, vous avez soutenu des gouvernements, je le crois, plus ou moins. Mais enfin, vous en avez soutenu et vous y avez participé. Alors, vous avez pendant une période, 4 ans, c'est quand même pas mal, vous avez beaucoup augmenté les impôts. Je n'ai pas été au gouvernement pendant 4 ans. Vous avez peut-être oublié certains détails. Non, je n'oublie pas les détails puisque vous les rappelez vous-même. Enfin, c'est heureux, mais en tout cas, une partie, vous avez j'étais moins à la mode. Vous avez non, mais le problème n'est pas d'être à la mode, le problème est d'être dans une majorité ou pas. En matière de mauvaise foi, il me permettra de le dire, on fait difficilement pire. D'abord, j'observe que vous êtes converti. Non, mais je vais vous le dire, je vais essayer de vous convaincre. Oui, je vais essayer de vous convaincre. En 2 minutes et sans interruption. D'abord, faites-le avec bonne foi. D'abord, je vais essayer. Ils ont changé, un peu vieilli, mais les stratégies pour le 2 mai à 21h du duel, est-ce qu'elles se sont esquissées dans les deux camps? Oui, mais elles sont simples. Hein. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi un peu le fameux débat sur le débat. Là où on est dans la posture classique où le favori d'une élection veut moins de débats et le challenger en veut davantage. En 2007, c'était exactement l'inverse. C'était Ségolène Royal qui avait réclamé plusieurs débats et Nicolas Sarkozy qui avait estimé qu'un seul suffisait bien. Bon. Ensuite, on voit bien comment toute la stratégie de Nicolas Sarkozy sera de pousser François Hollande dans ses retranchements sur un certain nombre de points, d'essayer de mettre en valeur notamment, on l'a dit tout à l'heure, les points qui peuvent être le plus embêtant au regard des électeurs qu'il faut conquérir au second tour. Bon. Et inversement, François Hollande va devoir prouver qu'il a acquis cette fameuse stature dont vous parliez et dont il a témoigné lors de sa conférence de presse. Justement, Jean-Pierre Chevènement, avec votre expérience, quel conseil donneriez-vous à François Hollande pour ce duel, ce débat attendu d'entre-deux tours? Je crois que François Hollande n'a rien à craindre, car le bilan de M. Sarkozy est tellement catastrophique. Il n'y a pas besoin de débat, alors. Sur le plan de la compétitivité de la France, qui s'est dégradée, comme on le voit à travers le chiffre du commerce extérieur, un déficit de 70 milliards cette année. Hein, quand on voit déficit budgétaire, déficit de la sécurité sociale, quand on voit la désindustrialisation de la France, le chômage, et quand on voit... À l'inverse, les excellents résultats qu'obtient l'Allemagne par rapport à la France. Enfin, donc, on peut aussi parler de l'Espagne, de la Grèce, etc. On se dit qu'on est quand même mieux loti. On peut prendre d'autres comparaisons. Disons que la France jouerait mieux son rôle si elle se faisait l'avocate
de pays comme l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Grèce, qui nous sont proches et qui ont besoin effectivement qu'on ajoute des moteurs de croissance au traité européen. Le traité européen doit être révisé. C'est le point central. On va en parler. On va en parler. Et il faut en convaincre l'Allemagne. Oui. Donc il faut pour cela que plusieurs pays se mettent d'accord. Mais vous entendez M. Draghi, il est président de Attendez, vous la savez Banque pourquoi centrale. Nous allons en parler longuement dans un instant avec notre chroniqueur économique qui veut vous en parler, Jean-Louis Gombault. Nous allons parler de l'Europe avec lui. Mais d'abord, regardez, une question autour des écarts du coût du travail qui se creuse en Europe. On voit tout cela avec Simon Barbary et on accueille Jean-Louis Gombault en attendant. Les écarts de coût du travail se creusent en Europe et les chiffres publiés par l'Office européen des statistiques le prouvent. Calculé en additionnant les salaires et les charges sociales, le coût du travail va de 3,50 € en Bulgarie, chiffre le plus bas, jusqu'à 39,30 € en Belgique. Avec 34,20 €, le coût du travail en France ne cesse d'augmenter et plus vite que son voisin allemand. 30,10 €, c'est le prix horaire fixé outre-Rhin. Mais la compétitivité allemande a un coût et il est social. L'Allemagne est un des rares pays européens à ne pas avoir de salaire minimal et les inégalités salariales se creusent de plus en plus dans le pays. Le Royaume-Uni, avec un taux de change attractif, est lui de plus en plus compétitif. Le coût du travail est même en baisse depuis 2008 avec un prix horaire fixé à 20,10 €. Ces chiffres doivent toutefois être pondérés par la productivité des pays. Si la productivité française est légèrement supérieure à l'allemande, elle n'attire toujours pas les investisseurs étrangers. Et comme promis, comme convenu, Jean-Louis Gombault nous a rejoint. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Alors François Hollande, lors de sa conférence de presse aujourd'hui, a réitéré son idée de renégocier le traité européen pour y introduire le volet de croissance. Mario Draghi, le patron de la BCE, plaide lui pour un pacte de croissance. Est-ce que les deux hommes parlent le même langage? En apparence oui, puisqu'ils emploient le même mot de croissance. Ce qu'il faut souligner, c'est que M. Draghi parle de volet de croissance, ce qui est assez rare dans la bouche d'un banquier central, surtout lorsqu'il est européen. Alors tout démarre d'un constat. Sur les 17 pays membres de la zone euro, vous en avez 9 qui sont en récession, ce qui est déjà beaucoup. Et à la fin de l'année, la zone euro peut-être globalement sera en récession et peut-être pas un seul pays dépassera 1% de croissance. Donc la situation mérite quand même qu'on s'en préoccupe. Et de partout, je pense à la Grèce, je pense à Madrid, je pense même maintenant à Rome, en appel à un volet croissance. Et évidemment, François Hollande a pu se targuer de dire bah, moi je suis le premier à avoir dit que ce traité, M. Chevènement insistera beaucoup sur ce point, doit être révisé pour intégrer ce volet croissance. Mais quand on regarde ce qu'a déclaré M. Draghi en détail devant les parlementaires européens, il ne s'agit pas de cela. C'est-à-dire qu'il dit oui, effectivement, il y a cette politique de rigueur, mais il faut la poursuivre, dit-il. Il faut persévérer dans l'assainissement des finances publiques. Et le volet croissance, ce n'est pas du tout ce que nous dit M. Hollande. Il faut continuer sur des réformes structurelles et il insiste, entre autres, sur le problème de la réforme du marché du travail en Europe. Donc on est sur un même mot, mais avec des directions différentes. Et d'ailleurs, Mme Merkel, qui a tout de suite entendu ce qu'a dit M. Draghi, est montée au créneau. Elle a fait une conférence, elle aussi, cet après-midi, pour dire « mais je soutiens tout à fait ce que dit Mario Draghi. Il faut poursuivre les réformes structurelles, et notamment en matière de marché du travail. » Alors, M. Chevènement, on a entendu la moitié, la première phrase du discours, celle qui nous plaisait, et le reste? Alors, je retiens que le mot croissance est employé par tout le monde. C'est qu'on veut noyer le poisson. Effectivement, il y a des gens qui parlent croissance, leurs lèvres disent croissance, mais ils veulent ce que vous appelez des réformes structurelles. Ce que M. Draghi appelle des réformes structurelles. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire raccourcir les périodes d'indemnisation du chômage. Ça veut dire assouplir les conditions de licenciement. Ça veut dire recourir davantage à l'intérim, au contrat à durée déterminée. C'est cela qu'ils ont à l'esprit. Donc c'est une conception tout à fait différente que met en avant M. Hollande, mais qui rejoint les soucis qu'exprime M. Rajoy en Espagne ou M. Monti en Italie, qui se rendent bien compte que par ces méthodes-là qu'ils utilisent, ils n'y arrivent pas. Parce que la croissance plongeant, eh bien, le déficit se creuse, les dettes s'accumulent. Donc, eux aussi
seront d'accord pour dire qu'il faut des eurobonds pour financer de grands programmes d'investissement. Il faut que la Banque européenne d'investissement double au moins le montant de ses prêts. Il faut une relance salariale dans les pays qui le peuvent. Il faudrait qu'une brise de croissance souffle sur l'Europe. Et avec une monnaie un peu moins surévaluée, qui est aujourd'hui quand même très au-dessus de son cours de lancement, ce serait plus facile. Donc il y a plusieurs manières d'aider la croissance. Et M. Hollande a évoqué aussi une petite baisse des taux d'intérêt. Ce ne serait pas l'essentiel, mais il y a plusieurs méthodes pour y parvenir. Et la méthode des réformes structurelles, M. Combeau est un homme suffisamment averti pour ne pas me contredire. On ne voit pas les effets Surtout rapidement. si vous le lui dites comme ça. Mais on ne voit pas les effets rapidement, si tant est qu'on les voit. Par conséquent, le problème qui est immédiat, c'est celui d'une récession globale. Vous avec avez des parlé engagements des eurobonds, très excessifs. important, Jean-Pierre Chevènement, Jean-Louis Combeau, sur cette question qui reste épineuse des eurobonds. Exactement, Qu'en est-il? qui demanderait quelques précisions. Monsieur Hollande, dans sa conférence de presse, en matière d'économie européenne, avait soulevé 4 points. Je ne me rappelle pas les 4, mais il y en avait un. Il a développé ce remonte qui, dans sa bouche, n'est pas quelque chose de nouveau, qu'il a déjà développé. Il s'agit donc d'emprunts européens pour financer en commun des projets commun. Le grand problème, c'est, et on va en revenir toujours à la question centrale, qui est la question allemande, le problème c'est qu'un emprunt européen ne peut être valable sur les marchés, il peut être acheté sur les marchés financiers que s'il y a le tampon allemand. Et sinon, à ce moment-là, l'emprunt européen devient beaucoup trop cher. Donc l'Allemagne est la caution de ces eurobonds. Et on imagine mal l'Allemagne donner sa caution à des eurobonds si le financement ne lui vient pas en priorité. C'est-à-dire qu'elle ne va pas donner sa caution pour des financements qui intéresseraient d'autres pays comme la Grèce ou l'Italie. Il faut que les emplois aillent chez elle et la croissance aille chez elle comme condition de la caution qu'elle pourrait donner éventuellement. Donc ce qui prouve que le grand débat qui va avoir lieu, Monsieur Chevènement vient juste de dire à l'instant, ça va être le débat avec l'Allemagne. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être au bout du chemin de la Merkozy, mais la Merk-Hollande, elle n'est pas encore véritablement sur les rails. Mais elle va venir. Parce qu'il est évidemment de l'intérêt de l'Allemagne que la zone euro ne fasse pas naufrage. 60% de l'excédent commercial allemand, 160 milliards en 2011, se réalise sur la zone euro. Donc si la zone euro se casse la figure, l'Allemagne se casse la figure. Helmut Schmidt l'a dit dans le congrès du SPD au mois de décembre dernier. L'Allemagne n'a pas du tout intérêt à se laisser isoler en Europe. Il faut qu'elle comprenne qu'elle a un devoir de solidarité vis-à-vis de pays qui, eux, n'ont pas manqué de lui apporter leur solidarité pendant toute la période de la guerre froide. Il faut voir ça de haut et de loin. Et par conséquent, penser l'amitié dans l'égalité, comme l'a dit François Hollande. De quoi sera fait l'avenir. Merci beaucoup, Jean-Pierre Chevènement, d'avoir été notre invité. Merci Jean-Louis et merci Guillaume Tabar. La suite du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info. Il est concocté par Cécile Sixou. Les syndicats de néosécurité ont été reçus à l'Elysée cet après-midi. Cette entreprise spécialisée dans le gardiennage est en cessation de paiement. Son directeur appelle au secours les pouvoirs publics, car si elle fait faillite, 5000 emplois sont menacés. Nous avons un trou de 15 millions pour affronter les mois qui viennent, les prochains mois et jusqu'à la fin de l'année. En pleine campagne présidentielle, les syndicats critiquent vivement la demande d'aide du directeur du groupe. Selon eux, c'est sa gestion douteuse qui est à l'origine des difficultés sociales de l'entreprise. Eva Joly, éliminée au premier tour, était sa candidate. Désormais, Cécile Duflot bat la campagne pour François Hollande. Avec en toile de fond les législatives. Elle se présentera dans la 6e circonscription de Paris. Un parachutage dénoncé par la députée sortante, la socialiste Danielle Hoffmann-Rispal. Toutes deux se sont d'ailleurs rencontrées à une sortie de métro. L'échange était cordial. Nous avons quelques divergences, nous le savons. Je suis sur les propositions de François Hollande. Et la fermeture. Pour les propositions des écologistes. Voilà, mais c'est ça aussi la démocratie. Voilà, exactement. Patrice Demestre restera en prison ce soir. La cour d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande de libération. L'ancien gestionnaire de la fortune Bettencourt est incarcéré depuis le 23 mars dernier. Mis en examen pour abus de faiblesse et abus de biens sociaux, il est soupçonné d'avoir organisé l'évasion fiscale de Liliane Bettencourt. Son avocat a d'ores et déjà annoncé qu'il allait déposer une nouvelle demande de remise en liberté.
On peut le dire, outre-Atlantique, les campagnes présidentielles ne ressemblent pas aux nôtres. Le président Obama, qu'on a déjà vu pousser la chansonnette, a cette fois slamé face à un public d'étudiants. Invité au Late Night with Jimmy Fallon, il s'est prêté au jeu de l'émission, slamé sur un sujet d'actualité, en l'occurrence les coûts de l'éducation. Oh yeah. Accompagné par The Roots, le président américain a réussi son opération séduction. Et les débats du 22h, pas en slam ce soir, mais avec une question. Y a-t-il réellement droitisation de la campagne? Certains modérés à l'UMP le craignent, mais ils ont vite été rappelés à l'ordre. Immigration, frontières, droit de vote des étrangers, la campagne du second tour s'articulera-t-elle autour de ces thèmes? On en parle avec nos invités ce soir. Geoffroy Didier, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire national UMP. Avec nous également Razi Hamadi, bonsoir. Secrétaire national du PS. Merci d'être avec nous, messieurs. Geoffroy Didier, d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de droitisation? Est-ce que vous l'acceptez? Est-ce que vous-même vous le revendiquez, ce mot? Nicolas Sarkozy ne parle pas à la droite ou ne parle pas à la gauche, il parle au peuple et il n'a qu'une seule boussole qui le guide, c'est le peuple français. Alors, dimanche dernier, il y a eu 6,5 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen, qui ont exprimé un au secours, un vote de désespoir, un vote de crise. Est-ce qu'il faut les laisser de côté? Est-ce qu'il faut les ignorer? Est-ce qu'il faut se moquer d'eux? Est-ce qu'il faut expliquer, comme l'a fait Benoît Hamon aujourd'hui, qu'ils sont tout simplement xénophobes? Je ne le pense pas. Nicolas Sarkozy veut les écouter, veut les entendre, comme il veut entendre chacun, puisqu'il n'y a pas de sous-électeurs. Que nous disent ces 6,5 millions de Français? Ils nous disent qu'il faut davantage maîtriser les flux migratoires. Nicolas Sarkozy veut diminuer par 2 le nombre d'arrivées légales sur le territoire, puisque nous avons accueilli trop de personnes par rapport à nos capacités d'intégration. François Hollande, donc lui, votre programme est compatible avec ce que recherchent ces électeurs du Front National? Il est compatible avec le besoin de protection et d'autorité qu'ont effectivement exprimé les 6,5 millions de Français. François Hollande, de son côté, propose le droit de vote des étrangers et propose la régularisation massive des clandestins. Il y a effectivement des différences fondamentales que les Français sauront apprécier dans les urnes le 6 mai prochain. Moi, ce que je pense, et c'est ce que les socialistes pensent, et c'est vers ça que souhaite convaincre une grande majorité des Français François Hollande. Il a posé sur la table, au mois de janvier, 60 propositions. Un programme, une vision pour la France et un projet. Il a aussi, au mois d'avril dernier, fixé un certain nombre de priorités. Comment il allait faire, comment il voulait budgéter et comment il voulait financer. En face, nous avons un président de la République, et c'est encore plus grave parce qu'il est président de la République, et qu'il est normalement président de tous les Français encore, je l'espère, que pour une semaine. Et qu'il y a une différence entre parler à tous les Français et se concentrer sur des thèmes qui pourraient mobiliser tel ou tel électorat, et reprendre exactement le même discours sur, par exemple, des choses très précises. Considérez, par exemple, comme il l'a fait cet après-midi, ou hier ou avant-hier à Longjumeau, que, dans sa bouche, les étrangers sont responsables des déficits sociaux. Alors il n'a pas dit ça. Mais s'il vous plaît, non mais je vous ai écouté attentivement. Non, mais attendez, vous étiez dans un monologue. Quand votre information est fausse, permettez-moi de rectifier la vérité. Oui, elle est aussi fausse que lorsqu'il dit que Le Pen est compatible avec et que là, on va vous chercher les vidéos et on vous démontre. Non, mais d'abord, j'ai une réponse. 6,5 millions de Français qui ont voté Marine Le Pen. Avant que vous ayez une question, mais bien sûr que non. Mais bien sûr que non. Geoffroy Didier, avant que vous ayez une question pour moi, j'ai une réponse pour nos téléspectateurs. Bon, moi, je pense qu'on peut parler à tous les Français, y compris à ceux qui aujourd'hui souffrent, qui ont voulu le dire dans les urnes, leur colère aussi, et donc une partie des électeurs du Front National, et j'ai aucun complexe avec ça. Moi, j'ai commencé mon militantisme à Toulon en 1995. J'ai mes voisins de palier, d'accord, qui n'étaient pas forcément tous blancs, français de souche, et plus de 65 ans, qui ont voté Front National parce qu'ils en avaient assez. Mais j'ai discuté avec eux, on a échangé, on a essayé de comprendre, on a essayé de convaincre. Mais aujourd'hui... Et vous croyez que c'est avec la régularisation massive des clandestins que vous allez les convaincre? La situation est assez compliquée, assez confuse, pour pas... Donc pour vous... Bon, non, moi ce que je dis, c'est que par exemple, il y a des choses qui sont portées dans cette campagne présidentielle avant même le premier tour de la part de François Hollande et qui répondent à un certain nombre de frustrations. La question européenne, François Hollande est le seul à dire il faut réorienter. La question des services publics lorsque vous habitez la France périurbaine, la France rurale, qui a plus de postes, qui a plus de commissariats, le seul à porter un discours là-dessus, c'est François Hollande. Ces éléments dans le programme de François Hollande, selon vous, répondent aux attentes pas une des électeurs comme il l'a dit lui-même. Du Front National. Mais on peut débattre calmement, oui, Geoffroy Didier. On peut débattre, sauf François Hollande qui, lui, se dérobe et refuse les débats que les Français attendent. Il y aura un débat. Ça, c'est pas le débat de notre débat ce soir. Non, mais puisque
vous parlez de débat, permettez-moi quand même de rappeler aux Français, effectivement, que les 2 ou 3 débats qu'ils souhaitent, comme par hasard, François Hollande, lui, ne les souhaite pas. Vous me permettez de faire une parenthèse, et c'est utile, puisque Public Sénat diffusera le débat d'entre-deux tours, ce sera le 2 mai. À noter aussi qu'il sera accessible aux sourds et malentendants. Voilà, c'est très important pour les chaînes parlementaires et citoyennes. Je vous laisse la parole. Non, ce que je voulais dire, par exemple, sur l'Europe, c'est flagrant la différence entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, que souhaite-t-il? Une Europe moins technocratique et plus politique. Une Europe beaucoup plus protectrice et une Europe moins passoire. Il propose, par exemple, que la France prenne ses responsabilités en se retirant de l'espace Schengen. Si un pays dont les frontières, je dis bien les frontières, gros mot peut-être pour vous, si les frontières sont poreuses et si l'Europe, elle, ne prend pas ses responsabilités en excluant de l'espace Schengen, c'est-à-dire de l'espace de libre circulation, ce pays. Savez-vous, par exemple, qu'entre la Grèce et la Turquie, il y a 160 000 clandestins qui viennent en Europe chaque année? Que propose François Hollande? Rien. Que propose Nicolas Sarkozy? Une Europe protectrice et moins d'Europe passoire. Arnaud Clarfeld avait parlé d'un mur, par exemple, à cette frontière. Est-ce que vous seriez favorable? Ne caricaturez pas. Il n'y a pas de volonté de construire des murs. Il y a une volonté de redonner ses lettres de noblesse à la frontière et de prendre ses responsabilités lorsque d'autres pays qui ont des frontières poreuses n'assument pas leurs responsabilités. C'est une différence fondamentale entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. En voici une autre que les Français apprécieront le 6 mai prochain. Bien. Sur Schengen, nous, notre position elle est très claire. S'il y a des choses qui ne fonctionnent pas très bien, on n'a aucun problème, dans le calme et la sérénité, à dire, eh bien, discutons-en entre Européens. Discutons-en, on fait des symposiums, on fait des colloques, nous on prend nos responsabilités et on agit. C'est toute la différence entre vous et nous. Juste terminer sa phrase, après on attend... parce que c'est pas possible. Allez-y. Bon, on n'a aucun problème entre Européens à discuter de ce genre de choses et à dire voilà sur tel point il y a un dysfonctionnement et on en discute. Il n'y a pas de, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de religion. Il peut y avoir un problème aux frontières. Il peut y avoir des problèmes avec Schengen, bien sûr. Et François Hollande lui-même l'a dit. Mais calmez-vous, je suis très calme, je vous pose des questions afin que les auditeurs sachent. Il faut s'y tirer un peu. Concrètement, et de manière la plus calme possible. Nicolas Sarkozy dit concrètement. Nicolas Sarkozy, après avoir été 5 ans au pouvoir, dit voilà, je le dis, je regarde l'électorat du Front National et dit attention, si ça ne va pas bien, je sortirai de Schengen du haut de ses talonnettes. Mais dans le même temps, il nous dit que lui, il va renégocier. Il nous dit qu'il va renégocier un traité qui est en place depuis 15 ans et quand nous, les socialistes, nous disons sur la croissance, l'emploi, qui intéresse aussi les Français, hein, le droit de vote des étrangers, c'est important. Nous, c'est une de nos convictions, un de nos engagements. Mais il y a peut-être aussi le chômage des enfants, les conditions d'éducation dans ce pays, le délabrement des services publics, la dette qui a explosé depuis des années. Ne me faites pas tout le listing. C'est un point important. C'est une question qui se pose ce soir et on va enchaîner le débat là-dessus. Le droit de vote des étrangers, justement, est-ce que c'est une priorité de ce quinquennat? Fallait-il vraiment faire cette réforme pour 2013? C'est dans notre programme. Nous l'assumons. Nous en sommes fiers. C'est nos convictions. Oui. Geoffroy Didier. Le droit de vote des étrangers, c'est la porte ouverte au communautarisme. C'est encore là aussi toute une différence que les Français apprécieront. Il y a d'un côté, celui qui défend le pacte républicain et qui refuse net le droit de vote des étrangers. Et puis il y a de l'autre côté, mais c'est bien, nous avons une différence. Les Français apprécieront. De l'autre côté, François Hollande qui préconise le communautarisme. Mais il suffit de regarder, par exemple, en accordant le droit de vote aux étrangers, vous aurez inévitablement, dans quelques années, ce qui s'est passé avec votre championne Martine Aubry, c'est-à-dire les horaires dans les piscines différentes pour les hommes et pour les femmes. Est-ce que c'est ça que les Français veulent aujourd'hui? Je ne pense pas que ce soit la priorité pour chacun. Il y a un candidat, François Hollande, qui essaie de parler à la raison des gens. Voilà, il dit un programme, il énonce des priorités. Voilà. Et il y en a un autre qui joue sur les pulsions. C'est-à-dire, il dit attention, si vous mettez en place le droit de vote des étrangers, c'est l'islamisation, le communautarisme, etc., etc. Moi, je vis dans une ville, Montreuil, qui est une ville métissée. Une circonscription, Montreuil et Bagnolet, où les gens sont mélangés. C'est pas toujours facile, mais on arrive à vivre ensemble et on en est heureux. Les gens sont choqués. Les citoyens sont vraiment heurtés par la manière dont est menée la campagne de second tour par Nicolas Sarkozy. Mais Razia Madi, soyons un peu sérieux. Là, vous me parlez de Montreuil, c'est très bien. Il y a des choix politiques. Il y a une échéance cruciale, le 6 mai prochain. Eh bien, disons, puisque François Hollande se dérobe du débat, disons et profitons de ce débat qui a lieu ce soir pour exprimer nos différences. Nous avons une différence fondamentale. L'idée même que nous faisons de notre destin. Juste une phrase, on ne peut pas dire qu'on est contre le droit de vote des étrangers à cause du communautarisme. Nicolas Sarkozy est contre la régularisation massive des clandestins. Vous êtes pour la régularisation massive des clandestins. S'il vous plaît.
je vais finir. Une question. En un mot, le 6 mai pour vous, c'est le choix entre quoi et quoi? En un mot. En un mot et en une phrase, c'est le choix entre la défense du pacte républicain En un mot, elle vous a dit. et le communautarisme prôné par le candidat socialiste. En une phrase. Pour moi, c'est le choix entre le sursis et le sursaut. Et ben voilà, et les Français feront leur choix le 6 mai. Merci beaucoup, messieurs, Merci d'avoir vous. participé à ce débat. J'espère clair pour les téléspectateurs. Merci. La suite du 22h est comme chaque soir, notre série Route de campagne à la rencontre justement des Français. Nous sommes ce soir à Limoges, où Thomas Raguet et Paul Bouffard sont allés à la rencontre des militants des deux camps, à droite comme à gauche. Bonjour mesdames, au meeting de François Hollande vendredi à Limoges au Zénith à 18h30. D'accord, voilà. Bonne journée. Avec 38% des suffrages, François Hollande a conforté l'ancrage à gauche de la capitale limousine. Bonjour monsieur. Je l'ai déjà. Vous l'avez déjà, bon, très bien. Et alors, pour les militants socialistes, la tâche y est plutôt facile. Vous comptez aller voter pour le deuxième tour? Ah oui, bien sûr. Vous avez choisi votre candidat? Bien sûr. Bon, voilà. La tâche est un peu moins complexe qu'ailleurs parce qu'on est dans une ville et une région qui sont très à gauche et qui votent beaucoup socialistes, mais on a toujours cet esprit de convaincre les indécis, les jeunes qui ne savent pas forcément pour qui voter. Oui, monsieur, excusez-moi de vous déranger. Pourriez-vous nous ouvrir? On a du matériel politique à distribuer dans les boîtes aux lettres, s'il vous plaît. Merci, monsieur. En face, c'est une autre histoire. Les militants de l'UMP se comparent bien volontiers à des missionnaires en ces terres de gauche. Quartier par quartier, ils sillonnent la ville à la recherche des indécis ou de ceux qui ne se sont pas déplacés. On s'est rendu compte qu'il y avait eu effectivement donc une abstention un petit peu supérieure à 2007. Voilà. Donc il faut qu'on aille chercher les voix à récupérer ici. Cap ensuite sur un autre secteur où certains électeurs ont préféré le vote Le Pen au vote Sarkozy. Et pour reconquérir cet électorat, l'argumentaire est clair. C'est une terre très républicaine, la Haute-Vienne. Les valeurs du pacte républicain sont ici très importantes. Et donc les gens, le droit de vote des étrangers, très clairement, ils n'en veulent pas. Pour ces militants, l'UMP doit se réapproprier certaines thématiques. Mais ne leur dites pas qu'ils empiètent sur les terres du FN. Il y a des choses qui aujourd'hui ont été reprises par le Front National, que dans les années 90, on n'avait pas peur de dire et qu'on a aujourd'hui un peu abandonné, notamment sur la sécurité, l'immigration, le travail. C'est effectivement des domaines qu'on a un petit peu lâchés. Un positionnement très à droite dont ils espèrent qu'il suffira à conquérir les voix qui feront la différence le 6 mai prochain. Et depuis Limoges, justement, en direct et en duplex, notre journaliste Thomas Raguet. Bonsoir Thomas. Est-ce que la fin de campagne passera aussi par Limoges, avec des meetings, justement? Oui, tout à fait, Sonia. Alors vous l'avez vu, pas facile d'être un militant de droite quand on habite à Limoges. Pardon. Un seul exemple assez révélateur, la mairie de Limoges qui se trouve derrière moi, eh bien cette année, cela fera 100 ans qu'elle est aux mains de la gauche. C'est vous dire si l'alternance est assez peu connue finalement ici. Alors les militants, vous l'avez vu, ils sont sur le terrain, ils sont mobilisés. Et on va assister à un vrai match de meeting dans les prochains jours. Ça va commencer vendredi ici à Limoges avec François Hollande qui compte réunir près de 20 000 personnes. Ça va se prolonger samedi à Clermont-Ferrand avec Nicolas Sarkozy qui lui aussi va réunir ses supporters. Et de nombreux Limousins vont s'y rendre. Et puis dimanche, ça va se prolonger avec l'UMP qui va innover en organisant 6 meetings simultanés dans toute la France. 6 ténors de l'UMP vont prendre la parole dans 6 villes de France. Et puis ensuite sera diffusé le discours de Nicolas Sarkozy en direct de Toulouse. Et à Limoges, ce sera Nadine Morano qui viendra prêcher la bonne parole. Merci beaucoup Thomas Raguet, mettez-vous au sec et à très bientôt pour Route de campagne. À la rencontre des Français, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain avec plaisir.